Je me présente en 2 mots parce qu'en fait, c'est pas moi le plus important là aujourd'hui. Je suis donc, Caroline Grinaldi, consultante en développement professionnel, c'est-à-dire qu'en fait, je conseille et j'accompagne sur le pilotage et la gestion de son carrière. Et j'accompagne naturellement, vous, messieurs, dames, hein, que vous soyez étudiants, jeunes diplômés, cadres confirmés, et dans des périmètres de l'évolution professionnelle, c'est-à-dire toute votre évolution professionnelle, de votre premier poste jusqu'au moment où vous quittez la vie professionnelle, si je puis dire, et en passant par en effet, la reconversion, des réorientations, une période où vous êtes en transition professionnelle. Aujourd'hui, on est là sur un thème bien précis qui est la négociation de la rémunération. Négociation de la rémunération qui, bien sûr, est applicable en termes d'étapes, de manière de négocier, dans des secteurs très multiples. Alors, je dirais déjà un petit mot. Il n'y a pas de son, regarde. Vous n'avez pas de son? Vous m'entendez pas? Si. Si? Ah, on vous entend très bien. J'ai entendu quelqu'un qui disait il n'y a pas de son, alors du coup, bon, vous m'entendez bien tous, hein? Très bien, parfait, parce que si vous ne m'entendez pas, ça ne va pas aller. Alors, un petit mot sur l'APEC très rapidement, pour ceux qui ne savent pas ou qui ne sauraient pas qui nous sommes. L'APEC, c'est donc la référence, l'Association pour l'emploi des cadres et des jeunes diplômés. Nous avons 4 missions. La première mission, c'est d'être auprès des entreprises pour les conseiller, pour optimiser leur recrutement et bien sûr pour piloter avec eux la gestion des compétences. La deuxième mission, je viens de vous en parler d'office, c'est de vous accompagner, messieurs, dames, vous accompagner dans votre évolution professionnelle, du premier emploi jusqu'au moment où vous décidez de quitter la vie professionnelle. La troisième mission, c'est par rapport à notre Observatoire national de l'emploi cadre, puisque nous avons, et c'est accessible sur notre site apec.fr, mais également sur notre site apeccorporate.fr, nous avons un système à votre disposition d'analyse, de repères sur le marché cadre et uniquement sur le marché cadre. Notre quatrième mission, et certains la connaissent peut-être en priorité, c'est qu'en effet, nous collectons et nous diffusons des offres cadres et des offres bien sûr aussi bien pour les alternants que des offres de stage pour nos étudiants. Avec un maillage territorial, puisque nous évoluons, je vous affiche ceci, nous avons des bureaux, bien sûr, dans toute la France, avec des modalités de rendez-vous qui sont très diverses et surtout qui s'adaptent à nos clients. Alors, revenons à ce qui nous anime. Je vous invite à bien fermer vos micros pour ceux qui sont en ligne. Revenons à ce qui nous anime, c'est-à-dire la négociation salariale. L'objectif de ce webinaire, c'est bien de vous donner tous les éléments qui vont vous permettre de bien vous préparer. Parce que sans préparation, une négociation salariale, ça n'a pas de sens. Ensuite, c'est d'aborder le thème terrain, quand et comment parler salaire, tout simplement. Et puis, en dernier, sur ces 30 premières minutes, j'aborderai en effet des principes et les étapes d'une bonne négociation, ce qui vous donnera une forme de méthodologie que vous pourrez travailler, tout simplement. Alors, première chose, en effet, messieurs, dames, quand on a besoin d'aller négocier son salaire, quel que soit d'ailleurs l'objectif, ça peut être lors d'un entretien de recrutement, le but, c'est d'être préparé. Et quand je dis d'être préparé, c'est que vous devez savoir combien vous valez sur le marché, tout simplement. Vous avez une idée, pour ceux qui sont déjà en poste, en tout cas, de ce que vous valez avec votre poste actuel. Pour ceux qui sont jeunes diplômés, oui, j'ai quelques visions. Il faut aller au-delà de la vision. Il faut vraiment aller se préparer. Il faut prendre le temps d'aller rechercher les niveaux de salaire. Il faut se connecter tout simplement au marché. Alors, la réalité, c'est quoi en définitive? La réalité, c'est que
80% des salaires cadres sont compris dans une fourchette qui va de 36 KE, donc annuel, hein, à 85 KE. Donc, vous voyez que quand on dit ça, waouh, c'est large, Caroline, hein. Et puis, surtout, et c'est pas innocent dans certaines professions, hein, 52% des cadres bénéficient également d'une rémunération, en fait, qui comprend une partie variable. Donc, cela veut dire, bien sûr, que les salaires varient fortement en fonction de plusieurs points, hein, en fonction de votre métier, certes, en fonction de la mission, naturellement, et c'est ce que vous avez dans les descriptifs des offres, en fonction de la localisation géographique, bien sûr, et puis également de la taille, hein, de l'entreprise ou du type de structure de l'entreprise. Donc, première chose, se préparer où je vais aller trouver des informations fiables qui vont me faire passer d'un état de « je pense que c'est ça » à « oui, le marché est bien positionné sur ça ». Eh bien, vous avez à votre disposition plusieurs sources, en fait. Alors, naturellement, vous avez les fédérations professionnelles. Oui, il ne faut pas les oublier, les syndicats de branche, évidemment, qui font des publications. Vous avez également les cabinets de recrutement qui publient, hein, et c'est le cas, là, je vous ai parlé de Hayes et de Robert Walters, qui publient chaque année, une étude de rémunération. Et puis, bien sûr, vous avez la PEC, dont je vais vous parler. Je vous ai tout à l'heure évoqué l'Observatoire national de l'emploi. Eh bien, oui, à la PEC, nous avons des outils de réflexion, des outils accessibles par notre site internet directement, hein. En 2 clics, vous pouvez faire une évaluation de salaire liée au marché grâce à notre évaluateur de salaire, par exemple, hein. Donc, n'hésitez pas et je vous montrerai tout à l'heure où aller chercher. Bien sûr, vous avez également tout ce qui est réseau. On a souvent, en tout cas dans les cadres que j'accompagne, quelquefois, ils n'y pensent pas, hein. Mais contacter son réseau sous un mode exploration métier, eh bien, ça permet, dans son guide de discussion, je dirais, eh bien, de pouvoir aborder également la vision salaire. Alors, j'aimerais vous faire un focus sur un document qui est accessible, que nous publions chaque année, hein, qui est un document qu'on trouve dans nos études, les salaires des 43 fonctions cadres. Je vous ai mis le site internet ici. C'est un document qui est réalisé donc par notre département études, avec naturellement le panel, je dirais, le panel d'entreprises que régulièrement, hein, chaque mois, nous interrogeons les entreprises qui cotisent à la PEC et nous les interrogeons sur des critères. Alors, je vous ai fait une petite capture d'écran parce que je trouve que le visuel est assez parlant, hein. Ces études, elles amènent à tous les paramètres. Là, je vous ai fait une capture d'écran sur une direction commerciale, hein, et marketing. Vous allez avoir dans un premier temps les salaires des cadres en poste. Comme vous pouvez le voir ici, je le mets avec ma petite souris. Et ce qui est important, c'est qu'on va bien vous donner une fourchette salariale, hein, c'est-à-dire une fourchette basse, une fourchette médiane, une fourchette haute. À cela, on va comparer l'ensemble des fonctions, je dirais, de la famille de métiers. Ça, c'est intéressant. On va vous donner des éléments également. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, 52% des cadres bénéficient d'une rémunération avec un variable. Donc, on va vous donner les éclairages également sur cette partie variable. En tout cas, sur des éléments dans ce métier qui sont utiles. Et puis, on va également vous donner des informations par rapport à cette partie variable, c'est-à-dire globalement, pardon, je vais un peu vite sur ma souris, eh bien oui, la partie variable ne va pas être la même, le salaire ne va pas être le même en fonction de responsabilités hiérarchiques, en fonction d'animation d'équipe, la dimension internationale, le pilotage de budget ou pas. Vous voyez, il y a des critères en fait qui reviennent quand on interroge les entreprises et c'est ces critères-là qu'on va vous donner pour que vous ayez les bons éclairages. Bien sûr,
on va vous donner la rémunération annuelle brute. Je le redis bien, hein, brute. C'est important. Nous ne parlons pas en net quand on parle d'une rémunération. Un employeur ne raisonne pas en net. Ce qui va être aussi probant, c'est qu'on va vous donner des éléments par rapport à certaines caractéristiques. J'entends, bah oui, l'âge, évidemment, parce que ça rentre en ligne de compte. J'entends, bah, oui, la typologie, hein, homme-femme, mais j'entends surtout, vous voyez, là, dans l'exemple que je vous montre, eh bien, la localisation géographique, en faisant toujours un focus sur l'Île-de-France, puisque l'Île-de-France est quand même porteur de 48 de l'emploi, hein, et puis des autres régions. La taille de l'entreprise et puis les secteurs d'activité. Je vous rappelle que dans ce que je vous ai évoqué sur le simulateur de salaire, vous allez pouvoir mettre la région, votre région. Donc d'avoir quelque chose de très précis, vous voyez, dans cette préparation. Bien sûr, on vous joint aussi toujours une étude sur les salaires qui sont proposés dans les offres. Pourquoi? Parce que c'est une réalité, je dirais. Les salaires qui sont proposés dans les offres d'emploi peuvent et souvent diffèrent des salaires des cadres en poste. Et là, on rentre dans une notion purement de marché que vous connaissez, hein, l'offre et la demande, marché pénurique ou marché en abondance. Donc, c'est toujours, je trouve, constructif d'avoir également cette vision. Donc, vous l'avez bien compris, hein, vous ne pouvez pas arriver, je dirais, à une négociation salariale, que ce soit un entretien en entreprise, que ce soit un entretien pour un premier job, que ce soit un entretien de recrutement parce que vous souhaitez changer d'entreprise, sans avoir fait ce travail au préalable, hein, tout simplement. Alors, je dirais, d'accord, Caroline, hein, mais intéressons-nous un petit peu à ce que c'est qu'une rémunération, parce qu'en définitive, je m'aperçois souvent, et c'est pour ça que j'ai envie de faire ce petit focus sur qu'est-ce que c'est que la rémunération. Quand on parle d'une rémunération, ça veut dire quoi? Ça veut bien dire tous les éléments qui vont rentrer dans le salaire. Et dans les éléments du salaire, vous avez quoi? Vous avez certes le salaire de base, je répète, le salaire brut mensuel multiplié par le nombre de mois de l'année. Hein. Et puis, vous avez ce qu'on appelle des parts variables individuelles et collectives. Les parts variables individuelles, ça va être, par exemple, vos commissionnements sur vos objectifs individuels. Alors, pour certaines fonctions, voilà. J'entends quelqu'un qui parle, un petit souci de micro. Donc, n'oubliez pas, fermez votre micro, tout le monde vous entend. Donc, pour revenir à la part variable individuelle, oui, vous avez votre salaire de base et puis vous avez peut-être des primes sur objectifs individuels, des primes qui peuvent être certes quantitatifs. Hein, donc, ça veut dire que dans votre contrat de travail, il y a une grille d'évolution par rapport à ces critères. Et puis, ça peut être aussi qualitatif, ce que l'on oublie un petit peu, mais sur certains métiers, certains secteurs, vous avez des primes qualitatives. Après, vous pouvez, à titre individuel, avoir aussi certains bonus, certaines primes. Et puis, les stock options, hein, qui d'ailleurs représentent globalement 15% des rémunérations individuelles pour les cadres. Hein. Je tiens à le préciser. Ce qui est intéressant, c'est que dans le salaire, un employeur va aussi prendre en compte ce qu'il vous propose en part variable collective. Là, je vous en ai listé, les principales d'ailleurs. La participation aux bénéfices, bien sûr, ce qu'on appelle l'épargne salariale qui ensuite est redistribuée. On est bien d'accord, messieurs, dames, que ça, c'est une composition qui va être différée sur la fin de l'année. Elle n'est pas mensuelle. L'intéressement au résultat, c'est pareil. C'est une épargne salariale, c'est un complément de rémunération par rapport à la réalisation des objectifs collectifs. Donc ça arrive également de manière différée. Pour certains, on va vous proposer dans votre rémunération le plan d'épargne entreprise qu'on appelle le PAE. Et ce qui est intéressant dans le PAE, c'est que vous pouvez avoir un PAE de base
OK. Et vous pouvez aussi avoir, un système d'abondement par l'entreprise. Donc ça, je suis, désolée de vous le dire, mais ça fait partie aussi de la rémunération. Et puis, naturellement, vous avez ce qu'on appelle le PERCO, hein, le PERCO qui est le plan d'épargne retraite collective et qui, lui, en fait, est une épargne qui sera accessible, je dirais, au moment de votre retraite. On n'en est pas encore à là. Mais c'est important de savoir que ça, c'est des choses qui rentrent dans la rémunération. Et cela veut dire que si ce n'est pas abordé à un moment donné par l'entreprise, hein, je pense entre autres en entretien de recrutement, ça peut faire partie d'un champ de questions que vous allez poser pendant l'entretien de recrutement. Autre point, bien sûr, ce sont ce qu'on appelle les avantages, hein. Donc, dans les avantages, vous avez plusieurs choses, hein. Vous avez, oui, les primes, vous avez les primes d'expatriation, par exemple, quand on travaille à l'étranger tout en étant affilié à un siège français. Vous avez tout ce qui est avantages en nature, le véhicule, téléphone, portable qui peut être soumis à cotisation. Et puis, je vous en ai mis quelques-unes parce que je trouve que c'est intéressant, parce que ça ouvre des champs pour vous de discussion, hein. Mon but, c'est aussi de vous ouvrir des horizons de discussion. Eh bien, vous pouvez avoir en effet un niveau de prévoyance plus élevé. La mutuelle, elle est obligatoire maintenant, hein. Vous voyez bien là dans ce que je vous ai mis, qui est une capture de l'étude dont je vous parlais, il y a 97% des cadres qui sont concernés par une mutuelle et upgradés, on va dire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que sur certains secteurs, vous pouvez en avantage, par exemple, avoir accès à un tarif privilégié sur les produits de l'entreprise. Ça fait partie aussi des avantages, hein. Avoir une conciergerie fait partie des avantages. Que l'entreprise ait un système de prêt pour ses employés et ses collaborateurs, ça fait aussi partie des avantages, hein. La crèche d'entreprise également. Dans ce focus que je veux vous amener à réfléchir, c'est que naturellement, vous, quand vous allez être en négociation salariale, eh bien, vous allez prendre l'intégralité de ces champs parce que votre employeur, lui, les prendra, tout simplement, hein. Alors, soyons concrets. À quel moment, en définitive, moi, je vais aborder cette négociation salariale, ou en tout cas ce sujet du salaire? Alors, je dirais qu'au bon moment, alors vous allez me dire, c'est une réponse de Normand. Le bon moment, c'est important. Pourquoi? Vous avez plusieurs cas, si je puis dire. C'est-à-dire qu'en effet, d'entrée de jeu, je vous dirais, et surtout en entretien de recrutement, hein, n'abordez pas le sujet d'entrée de jeu en entretien de recrutement. Pourquoi? Parce que le but, c'est bien sûr, avant tout, de démontrer votre valeur, votre compétence, de vous être bien rendu attractif, hein, si je puis dire. Et quand on est en entretien de recrutement, d'avoir l'intégralité du poste bien défini, l'ensemble des responsabilités, l'ensemble des enjeux, parce que naturellement, pour vous, c'est aussi un moyen, même si vous avez défini une fourchette de rémunération, de pouvoir l'équilibrer et l'adapter, hein. C'est important. Et dans le cadre, je dirais par exemple, d'entretien annuel, c'est quand même important, je dirais, avant de parler, oui, j'estime que on aurait besoin de revoir mon salaire, on est sur le même principe, hein, on est exactement sur le même principe. Vous allez démontrer, argumenter. Alors, il y a une petite typologie, je dirais, particulière en entretien de recrutement. C'est que vous savez que vous avez des annonces où il y a des salaires, d'autres où il n'y en a pas, où il y a marqué à négocier. Et puis, il y a des moments où vous avez ce qu'on appelle des entretiens de préqualification, hein. Vous avez répondu à une offre et puis vous avez le fameux coup de fil de 10-20 minutes où naturellement, on va vous poser la question du salaire.
Soit on va vous dire, vous avez bien vu notre salaire, c'est marqué, bon, bah, ça c'est facile, hein, vous allez simplement préciser, oui, oui, je l'ai vu, je rentre dans la fourchette. Néanmoins, je pense qu'on en reparlera, puisque là, aujourd'hui, je n'ai pas l'intégralité du périmètre, ni vos enjeux, même si j'en ai vu certains dans mes entretiens et dans mes recherches que j'ai vues, donc on en reparlera ensemble. Après, si bien sûr, je dirais, on vous pousse dans vos retranchements, hein, en vous précisant, mais nous, on aimerait bien quand même savoir, justement, sur l'annonce, nous avons mis à négocier, on aimerait bien savoir tout de même votre fourchette salariale. Alors, je dirais qu'à un moment donné, bah oui, vous allez bien sûr la donner, d'où, n'est-ce pas, le travail de préparation en amont, on est bien d'accord. Et là, vous allez vraiment donner cette échelle de salaire, hein, la fourchette basse, la fourchette haute, mais vous allez absolument réargumenter, je dirais à un moment donné, sur oui, mais j'ai besoin d'en savoir plus sur le poste et nous allons en reparler. Ça, on est dans le cas, en effet, d'un premier contact. Dans le cas en entretien de recrutement où vous êtes au premier ou au deuxième entretien, vous n'avez pas parlé salaire, à un moment donné, vous allez recevoir une offre concrète, je dirais. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir rentrer en négociation si l'offre concrète ne correspond pas à vos attentes. Et puis pour certains moments, parce que chaque entretien de recrutement est un peu différent, je dirais, hein, bah, ça peut être abordé, je dirais, dans la phase ultime du recrutement, hein. J'ai eu un premier entretien, un deuxième, un troisième, et dans le troisième, on parle enfin salaire. Donc là, vous êtes dans cette phase ultime de recrutement, et c'est comme ça que votre interlocuteur va à un moment donné l'aborder. Petite précision pour vous donner quelques billes, si je puis m'exprimer aussi simplement, je dirais. Il est vrai que c'est souvent votre interlocuteur qui va l'aborder. En tout cas, dans le cas d'un recrutement, c'est l'interlocuteur qui va l'aborder. Si vous estimez avoir déjà eu 2 entretiens et que naturellement, il y avait marqué à négocier, eh bien, vous pourriez, hein, si vous le sentez, si vous sentez que ça pourrait être bien accepté par rapport à ce qui a déjà été évoqué, essaimé pendant l'entretien, vous pourriez à un moment demander, pourquoi pas, quelle est votre fourchette de salaire que vous envisagez pour ce poste. Vous voyez, ça peut être fait. C'est pas ce que je conseille. Moi, mon conseil en entretien de recrutement, c'est laisser venir à vous le recruteur et ensuite engager en effet une négociation s'il y a besoin. Et dans le cadre hors entretien de recrutement, eh bien le but, ça va être de respecter, je dirais, les étapes d'une bonne négociation. Alors, les étapes d'une bonne négociation, c'est quoi? Eh bien, les étapes d'une bonne négociation, c'est ces étapes-là, et vous voyez, c'est très, très structuré. En aucun cas, vous passez directement sur un chiffre. Vous êtes toujours dans l'argumentation. Vous démontrez votre valeur ajoutée. Vous démontrez ce que vous avez apporté à l'entreprise. Vous êtes en train de démontrer les bénéfices que vous avez apportés à votre entreprise. Vous allez communiquer sur vos atouts, sur vos forces et pourquoi pas sur votre potentialité par des illustrations. Naturellement, hein, dans les principes d'une bonne négociation, on est dans une posture gagnant-gagnant. C'est-à-dire que, bah oui, vous voulez ça, l'autre a ça à vous proposer, ou bien, moi j'ai besoin, j'estime que. Donc naturellement, on reste dans cet état d'esprit gagnant-gagnant dans les principes d'une bonne négociation. Et puis, je vous invite vraiment à être très attentif, hein, pendant tout l'entretien aux réactions de votre interlocuteur. Et quand je dis réaction, je parle certes du verbal, attentif aux mots, au contenu, à ce qui est exprimé. Votre interlocuteur l'est pour vous, donc soyez bien attentif de l'autre côté, et également au non-verbal. Hein, ça, c'est quelque chose que je vous invite à bien travailler, à bien regarder, et puis de rester positif. Hein. Une bonne négociation, elle demande
à ce que l'on soit positif. Alors j'ai envie, allons-y, je vous donne les étapes d'une bonne négociation. Premièrement, je rentre en négociation, je repose le contexte. Je repose le contexte, c'est-à-dire, OK, la dimension du poste, les enjeux du poste, ce que vous avez compris, ce qui est attendu et naturellement, comment vous vous êtes mis soit par le passé en adéquation, soit en effet, par rapport à un entretien de recrutement, ce que vous apportez. N'hésitez pas à ce moment-là, alors que vous aurez au préalable déjà illustré, abordé, mais n'hésitez pas à ce moment-là, vous êtes dans la négociation, à pouvoir tout simplement remettre une illustration flash qui souligne vos propos. Toujours vous ramener à l'opérationnel. C'est très important, l'opérationnel. Faites-le avec le sourire, parce que généralement, en tout cas, ça peut arriver à certains candidats ou non-candidats quand c'est en interne entreprise, d'avoir un gros stress et du coup de perdre ce langage verbal et non verbal. Donc, naturellement, que si vous rentrez en négociation, c'est que vous souhaitez aboutir ou dans le cadre d'un entretien de recrutement, que vous souhaitez avoir le poste. Donc, vous restez positif, vous êtes enthousiaste, vous restipulez bien votre motivation à continuer le process de recrutement. Surtout que là, vous êtes dans une phase de négociation. Vous avez ensuite deux solutions, je dirais, dans la négociation. C'est soit on va vous donner une fourchette en vous disant, nous, on vous propose tant. Voilà, nous, on vous propose tant. Donc là, bien sûr, vous avez plusieurs solutions. Soit le chiffre vous convient, les entretiens ont fait que cela vous convient et bingo, vous acquiescez et vous allez aller signer vos contrats. Soit ça ne rentre pas dans votre fourchette. Si ça ne rentre pas dans votre fourchette, vous reprenez le processus. C'est-à-dire que vous allez illustrer pourquoi tout compte fait, vous allez faire une contre-proposition. Donc oui, j'entends bien. Donc deux solutions, là aussi deux scénarios. Soit vous décidez de dire, OK, c'est pas si loin, j'ai besoin de réflexion. Et auquel cas, vous allez le formuler. J'entends bien, écoutez, moi, je suis toujours très motivée pour le poste, donc j'ai bien compris telle et telle chose et vraiment l'enjeu et la manière dont je me projette déjà bien dans la contribution que je peux avoir. Par rapport à ce que vous me dites, ce n'est pas obligatoirement le niveau que j'étais attendu. Puis-je vous répondre demain? J'ai besoin d'un temps de réflexion. Ça, vous pouvez le faire en étape de négociation, il n'y a aucun problème. Vous pouvez également, deuxième scénario, préciser de suite, écoutez, c'est un peu court dans ce que j'ai envisagé par rapport à ce que vous venez de me brosser du poste. J'ai bien entendu telle et telle chose, les enjeux de telle et telle chose. Je vous ai en effet indiqué que pour ma part, j'ai eu tel et tel résultat. Et là, vous pouvez faire une contre-proposition. Contre-proposition également sous forme de fourchette. Je vous invite à la faire sous forme de fourchette, même s'il vous a donné un chiffre. Et puis là, vous allez renvoyer de l'autre côté, tout de suite. Qu'est-ce que vous en pensez? Votre interlocuteur va avoir deux solutions. Soit en définitive, par rapport à ce qu'il avait réfléchi d'une future négociation, il va rentrer dedans et bingo, il va vous répondre tout de suite. Soit il va vous préciser, écoutez, je vais y réfléchir et je reviens vers vous. Et là, gardez le sourire. Ce n'est pas du tout un souci à ce qu'on revienne vers vous dans les 24 heures. Je dirais même, accueillez-le, précisez, oui, je comprends parfaitement. Est-ce qu'on peut convenir éventuellement qu'on se rappelle demain? Est-ce que je peux vous appeler demain à telle heure? Vous initiez tout de suite une prise de rendez-vous pour pouvoir continuer ce processus de discussion. Le troisième scénario, c'est qu'évidemment, on peut vous donner tout de suite des objections. Ça arrive, ça n'arrivera pas si vous avez bien préparé et si vous avez, je dirais, énoncé des illustrations musclées.
on va dire. Eh bien, s'il y a des objections, vous allez y répondre. Et vous allez y répondre toujours avec le sourire et toujours en les argumentant et en mettant en avant soit une force, soit un atout, soit une illustration. À un moment donné, de toute façon, il y aura une prise de décision. Et elle se finira soit par vous, je vais réfléchir à votre proposition, je me propose de revenir demain vers vous. Est-ce que ça vous convient si je vous appelle à telle heure? Soit ça sera de l'autre côté, où on vous dira en effet, écoutez, je vais réfléchir, convenons qu'on se rappelle dans les 24 heures. C'est exactement le cas également, je tiens à faire un tout petit aparté quand on n'est pas en entretien de recrutement. Si vous êtes avec votre entreprise, votre employeur, votre manager peut avoir un temps de réflexion et peut aussi vous dire, je vais y réfléchir, je reviendrai vers toi au bon moment pour en reparler. Donc, vous voyez, c'est assez simple, c'est assez structuré et je dirais que c'est assez gagnant parce que vous mettez en place un environnement, je dirais, qui fait que vous êtes dans une posture d'ouverture. Et je finirai cette intervention directe avant de prendre des questions-réponses qui peuvent être assez intéressantes. Je dirais qu'il y a 5 erreurs qui sont à ne pas commettre, je dirais. La première erreur, c'est, en tout cas en entretien de recrutement, de mentir sur son salaire précédent ou de gonfler énormément son salaire. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on peut vous demander une feuille de paye et on verra bien que ce n'est pas le salaire que vous avez annoncé. Donc moi, je vous conseille fortement, quand on vous demande vos prétentions salariales, entre autres sur un entretien de préqualification, d'insister et de mettre surtout toujours en avant la montée en compétences que vous avez eue au cours de votre dernier poste, ce qui vous permettra au moment de la négociation de bien justifier de cette montée en compétences. La deuxième erreur, je trouve, à faire, et vraiment, je suis assez dure sur ça, sur cette position, c'est ne donnez pas un chiffre. Donner un chiffre, c'est réducteur, ça n'amène pas à la discussion. Ou alors préciser mon salaire précédemment était de temps, à aujourd'hui, avec le peu d'éléments que vous me donnez, et je pense que nous en reparlerons quand j'aurai une bonne vision du périmètre du poste et de la responsabilité et des enjeux, je suis sur une fourchette salariale de temps à temps. Mettez une fourchette et pensez bien, très très important, pensez bien à préparer la fourchette basse parce que la fourchette basse indique ce que vous êtes prêt à accepter. Le troisième point à ne pas faire, c'est parler en net. Vous avez bien compris, je vous l'ai redit 2-3 fois. Parler en net, non. L'employeur, il parle toujours en brut. Donc, regardez vos fiches de paye. Vous avez la partie salariale. On sait très bien qu'il y a à peu près 30 à 35% de charges. Donc, calculez-le en brut. Et de toute façon, utilisez notre outil simulateur de salaire. Lui, il sera en brut. Et puis, le dernier point, je dirais, comme erreur à ne pas commettre, c'est, entre guillemets, de se braquer. Moi, j'ai envie de vous dire, restez dans une posture d'ouverture. On vous fait une proposition, vous avez besoin d'y réfléchir, dites-le. J'ai besoin d'y réfléchir. Vous faites une contre-proposition, vous posez un entretien, vous en parlez, vous évaluez. Je dirais OK. Après, de toute façon, la personne qui est en face de vous, recruteur ou pas, vous donnera sa réponse définitive. Le but, c'est de bien garder une posture professionnelle, même dans la négociation salariale. Et puis, il y a un dernier point que je voudrais aborder parce que quelquefois, il y a des aléas de vie, si je puis dire. N'allez pas, lors d'une négociation salariale, n'allez pas mettre en avant votre vie personnelle, si je puis dire. Comme je vous le dis, j'accompagne des cadres, des cadres expérimentés, des cadres qui ont eu des aléas de vie. Et à un moment donné, oui, certes, il y a peut-être urgence. Oui, certes, moi, j'ai besoin de temps pour mes charges, etc. Ne le mettez pas en avant.
Ça, c'est votre réflexion personnelle. Je vais être peut-être dure avec vous, mais ça, ce n'est pas un argument employeur. Vous voyez, même si naturellement, j'entends bien que ça peut jouer. Hein. Je vous ai mis ici une petite slide, vous l'avez vu, hein, qui vous permet justement, je dirais, d'aller bien dans nos outils. Et puis, je tenais à vous dire que là, aujourd'hui, et on va prendre quelques questions, hein, Nora, mais à aujourd'hui, vous avez un premier focus. Hein, on s'était donné top chrono 1 heure hein, pour le faire. Donc, je suis dans le timing pour prendre des questions. Mais si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet, si vous souhaitez faire un point sur votre périmètre à vous, et pourquoi pas, je dirais, faire une mini simulation hein, de comment vous allez vous comporter, poser, je dirais, cette argumentation, n'hésitez pas, la PEC est là pour ça. Hein. Prenez un rendez-vous, rencontrons-nous, posons le besoin que vous avez pour vous apporter, je dirais, un petit peu plus de contenu que ce que je peux déjà donner dans ce webinaire. Je vous ai affiché d'ailleurs une adresse mail où vous pouvez sans problème nous envoyer un mail. Alors, je dirais maintenant, la parole, c'est vous qui allez la voir. Nora, je vous fais rentrer dans la boucle. Merci de m'avoir laissé avec tous nos participants. Quelques questions sur une vingtaine de minutes. Oui, c'est bien. Alors, il y a une question de Albéric. Oui. La nouveauté de la période actuelle, c'est l'inflation. Quels conseils, sources d'infos pour bien négocier une revalorisation de salaire? Alors, négocier une revalorisation de salaire, ça amène à se repositionner en effet sur le marché, tel que je vous l'ai dit, hein, et d'aller regarder en effet les outils du marché en fonction de vos niveaux de responsabilité, de votre ancienneté, de votre secteur, de votre zone géographique. Vous allez vous caler au marché par rapport à ça. Rentre ensuite la valeur, votre propre valeur, si je puis dire. Hein. Et là, l'inflation rentre un peu moins dedans, on va dire. En quoi vous avez contribué et quels sont les bénéfices que vous avez apportés à l'entreprise. Et là, je parle bénéfices dans votre proactivité, bénéfices dans ce que vous avez réalisé, et avec un champ très large. Mais pour répondre très concrètement à cette question, la dernière étude, le marché. Hein, parce que c'est ça, en fait, la référence. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, merci. Je vous en prie. Une autre question? Il y a JFT qui a levé la main. Oui, Ouais. c'est vous. Bonjour, bonjour à vous. Bonjour. Je voulais revenir sur le point que vous aviez mentionné concernant exprimer une fourchette. Donc, Oui. j'ai l'opportunité d'être des deux côtés de la chaise dans les négociations salariales. Ouais. Il est évident qu'en tant qu'employeur, quand on me dit une fourchette, je n'entends que le chiffre du bas. Bien sûr, c'est bien pour ça qu'on y réfléchit. De 10 à 15, c'est 10 points. Alors, quel est l'intérêt de donner une fourchette? Alors, l'intérêt, il est de donner une fourchette en précisant éventuellement une variabilité, par exemple. Vous voyez? Ça peut être, en effet, en fonction du moment où vous êtes dans l'entretien, ça peut être ma fourchette salariale, elle est temps à temps, avec une variabilité par rapport à des points qu'on n'a pas obligatoirement abordés. Quels sont les avantages dans l'entreprise? Est-ce qu'il y a un plan d'intéressement? Vous voyez, c'est pas toujours aborder ça de suite. Donc, ça permet d'ouvrir les champs, je dirais. Mais là où je vous rejoins, monsieur, c'est que la fourchette basse, elle doit être très, très bien travaillée parce que, évidemment, en premier lieu, un employeur va entendre la fourchette basse. Néanmoins, un employeur a également sa propre fourchette en fonction des éléments, je dirais, de talent et de compétences. Et dans les compétences, moi, j'entends bien savoir, savoir-faire, savoir-être. Donc, lui-même a sa propre fourchette qui permet de pouvoir, en fonction des critères, upgrader sur certains points. Okay, très bien. Est-ce que vous en êtes d'accord? Oui, non, effectivement, c'est
Ça a du sens, en effet. Ouais. Je pense que ça a du sens, ouais. Et qu'en effet, il ne faut pas hésiter, vraiment, même, je dirais, quel que soit le métier. Alors, évidemment, hein, il y a des sérails de secteurs où il n'y a pas de variabilité, il y a des métiers où il n'y a pas de variabilité, mais je pense qu'on peut l'amener, vous voyez, cette variabilité, par rapport, en effet, à tout ce qui peut être mis en place dans l'entreprise pour les salariés. Et souvent, c'est pas mis de suite en avant. Et le fait d'être un peu proactif en l'évoquant, bah, ça peut faire gagner des points. Oui, ouais, c'est vrai. Très bien, merci. Je vous en prie. Alors, nous avons une Mélanie à lever la main pour une question et après, on passera aux questions sur le chat. D'accord. Mélanie, je vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Question, peut-on négocier du temps? Qu'est-ce que vous entendez par temps? Alors, si par exemple on est dans une fourchette basse par rapport à la proposition ou au positionnement actuel, mais qu'en fait on est prêt à downsizer son salaire en contrepartie de temps, c'est-à-dire être sur un 4,5, 5e ou être voilà, dans ce type de positionnement. Comment peut-on l'amener de manière à ce que ce soit entendable? Là, je me place plutôt dans la perspective d'un recrutement, par exemple. Ouais. Mais comment est-ce que ça peut être amené de manière à ce que ce soit entendable, non pas pris comme un élément qui est je ne veux surtout pas travailler beaucoup pour vous. Oui, bien sûr. C'est ma poche de flexibilité et en même temps, c'est aussi la garantie de mon engagement, mais c'est aussi ma contrepartie. Alors, vous pouvez l'engager en effet, mais pas au moment de la négociation. Vous voyez? C'est-à-dire que pour ma part, je pense qu'à un moment donné, dans l'entretien de recrutement, ça va pouvoir être évoqué. Évoquer tout simplement un peu directement. Alors, pas en début d'entretien, hein, on est plutôt sur une phase finale. Vous voyez, quand vous avez le périmètre du poste, quand vous comprenez bien votre mission, à un moment donné, vous pourriez, pourquoi pas, hein, préciser. Je voulais également vous dire, parce que je pense que ça pourrait peut-être vous intéresser, que naturellement, j'ai bien compris que vous cherchez quelqu'un à plein temps, mais je suis prêt éventuellement à faire un 4/5e, pourquoi pas. Je vous laisse cette flexibilité et là, vous argumentez, vous voyez, et vous argumentez par rapport à l'entreprise et par rapport à ce qu'on vous a dit en priorité des missions. Toujours rattaché à l'entreprise et à la mission. Après, si vous êtes dans une phase de négociation, et vous voyez, je fais bien 2 temps. Hein. Pour moi, c'est 2 temps bien différents. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes en effet dans cette phase où on vous annonce le salaire. Vous pourriez très bien dire, là, c'est un petit peu court. Alors, un peu court par rapport tout simplement aux enjeux, responsabilités, la mission que vous m'avez décrite. Pour ma part, moi, je suis plutôt sur une fourchette de temps à temps. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous allez voir s'il vous répond tout de suite. Et s'il y a des contre-objections, vous pourriez amener, et en le disant avec cette simplicité, vous savez, je tiens aussi à vous en informer parce que ça peut être peut-être pour vous intéressant en termes d'entreprise. Et moi, je me projette complètement dans la réussite de ma mission, par exemple, sur un 4/5e. D'accord. Vous voyez? Par contre, vous avez remarqué la réussite de ma mission, c'est-à-dire que j'amène que je l'amène que oui, je saurais le faire en 4/5e. Oui, tout à fait. Et que qui dit 4/5e dit que du coup, j'ai dégagé du temps. Oui, tout à fait. Vous voyez la subtilité, hein? Et là, c'est vraiment votre acuité, si je puis dire. Votre acuité à pouvoir bien percevoir, et vous êtes des professionnels, à percevoir en effet la mission, comment vous l'argumentez et si réellement vous pourrez le faire en 4/5e. C'est le nœud de la guerre. Bien sûr. Ok, merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors là, nous avons pas mal de questions. Alors, attendez.
Alors, il y avait une question, peut-on refuser de donner son salaire précédent? Alors, oui, si on vous demande quel était votre salaire, en fait. C'est-à-dire que si on vous dit quel est votre salaire actuel, vous pourriez refuser, je ne vois pas l'intérêt, en fait. Qu'est-ce que vous avez à cacher à refuser votre salaire actuel? Alors, il y a 2 solutions. Soit en effet, vous faites ce que j'appelle, une pirouette et ça sera compris comme ça, hein, mais si vous êtes bien avec ça, il y a pas de problème. Vous pourriez très bien dire: «Bah, mon salaire actuel, d'accord, mais c'est surtout que par rapport à ce que vous exprimez». Alors là, ça dépend aussi à quel moment, hein, si c'est un entretien de préqualification, si c'est un premier entretien, avec une DRH ou avec un opérationnel, parce que ça dépend aussi des structures, hein. Quelquefois, on a la préqualification, entretien de 20 minutes. Selon les structures, on peut avoir un premier entretien avec la DRH, ensuite un entretien avec l'opérationnel. Vous pourriez dire, bah, plutôt que vous donner mon salaire, comme je suis quelqu'un qui est quand même assez ouvert et que je pense que à aujourd'hui, j'ai envie de vous donner cette ouverture, ma fourchette, elle est de temps à temps. Maintenant, je dirais à un moment donné, il risque de revenir dessus. Vous voyez? Donc c'est pas que vous ne pouvez pas, c'est que je pense qu'il est plus pertinent, je trouve, et entendable de dire, bah, mon salaire, sur mon dernier poste était de temps. À aujourd'hui, je me positionne sur une fourchette salariale de temps parce qu'en effet, bah, dans ma dernière mission, je suis montée en compétence sur tel et tel point et que ça, naturellement, ça a désormais une valeur active pour vous et totalement opérationnelle immédiatement. Est-ce que je réponds à votre question? Comme c'était le chat, je ne sais pas si on vous met oui sur le chat ou si la personne ouvre son micro pour me le dire. Après, il y a Mélanie qui a levé la main, mais avant, il y a quelques questions sur la négociation du salaire. Est-ce que conseillez-vous de négocier est-ce que c'est très bien de négocier son salaire chaque année? Voilà, ça je l'ai. En interne, vous voulez dire? Interne. En interne? Je pense pas. Bah, moi, je vais vous répondre, tout dépend de ce que vous avez apporté à l'entreprise. Vous pouvez négocier votre salaire chaque année, ça ne veut pas dire d'abord que ça sera accepté. Et surtout, si vous négociez votre salaire chaque année, il faut l'argumenter. Donc oui, si en effet, dans l'argumentation, vous démontrez bien qu'il y a eu une forte plus-value à nouveau cette année pour l'entreprise. Tout simplement. Voilà, et là… Après, si je puis dire, pour complémenter un peu mes propos, vous êtes dans votre entreprise, vous en connaissez les usages, vous savez si ça se pratique ou si ça ne se pratique pas également. Vous voyez, on prend en compte également l'intégralité de l'environnement. Ouais. Mais clairement, très clairement, si vous avez vraiment apporté quelque chose de vraiment important à l'entreprise, ben oui, pourquoi pas la deuxième année reparler niveau salarial. Il n'y a rien qui vous en y empêche, en fait. Vous ne serez pas mal vu, vous voyez ce que je veux dire, hein, si c'est ça l'appréhension, en fait. Non, il y a un moment donné, vous poserez en effet, vous illustrez, vous démontrez et en quelque sorte, vous amenez que pour vous, il vous semblerait justifié aujourd'hui de redemander une valorisation de salaire qui peut, pourquoi pas, se faire aussi sur une prime. Ce qui n'est pas la même chose, on est bien d'accord. Hein, une prime, elle est ponctuelle, le salaire, il perdure. Il y a une main levée. Mélanie, on vous écoute. Je crois que c'était tout à l'heure. C'était tout à l'heure. Ah, vous n'avez pas baissé la main. Pardon. Donc, ça passe tout de suite. Alors, sinon, j'ai d'autres questions. Alors, attendez, je reprends parce que ça va super vite. Alors, est-il judicieux de commencer à négocier son salaire haut en sachant que l'employeur essaiera souvent de le baisser ou pas?
Dans une posture entretien de recrutement, si je vous dis de mettre une fourchette, c'est ça l'intérêt. C'est de pouvoir mettre une fourchette haute et une fourchette basse qui est celle sous laquelle vous n'irez pas en dessous. Donc oui, vous pouvez mettre, alors comment vous dire? Vous donner un exemple bien précis. Si vous précisez que vous avez une fourchette salariale entre 50 et 60, comme d'ailleurs un des participants l'a dit, l'employeur va raisonner qu'il peut, il peut vous proposer 50. Si vous précisez une fourchette qui est de 55, par exemple, à 65, l'employeur peut se dire que c'est que 55. Il va vous faire une contre-proposition en vous disant tout simplement, nous, on était plutôt dans notre budget sur une fourchette à 50. Je dirais, le principe de la négociation, c'est de savoir, vous, et uniquement vous, jusqu'où vous voulez aller. Donc, vous pourriez très bien, même en ayant donné une fourchette 55 à 65, dire, écoutez, moi, le poste m'intéresse, je vais faire cet effort de rentrer dans votre champ parce que vraiment, la mission, enfin, je vous passe tout le détail que vous argumenteriez autour, et vous pourriez, pourquoi pas, dans le cadre d'un recrutement, dire, peut-on acter qu'à la fin de la période d'essai, nous en reparlons, ou peut-on acter qu'au-delà de la période d'essai, sera actée au bout des 4 mois renouvelables une augmentation de salaire qui passera à 55. Vous savez, en négociation, tout est possible, si je puis dire. Le tout, c'est faut oser le dire et oser le faire. Donc, vous entendez la manière dont je vous le dis. C'est-à-dire que vous avez votre fourchette à vous et vous avez la fourchette que vous allez annoncer à votre employeur, futur employeur, on va dire. Donc, vous pouvez, vous, décider de mettre un cran qui vous redonne, si je puis dire, par rapport à la fourchette basse, une marge de main-d'œuvre, tout simplement. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas dire 50, il faut dire 55 parce que vous voulez 50. D'accord, très bien, ça répond à ma question, merci. Ouais, c'est important quand je vous parlais préparation. Vous voyez là, quand je vous parlais tout à l'heure préparation, il y a beaucoup de choses à penser en amont pour ensuite vraiment au moment de la négociation se dire ok, mes scénarios sont faits, ma fourchette est faite, tout est fait, je suis prêt pour la négociation. Je vous remercie de cette question. Alors, il y avait une main levée tout à l'heure de Paolo. Est-ce que vous m'entendez? Oui, en effet. Allez-y. Bonjour Paolo. Bonjour. Moi, je suis plutôt dans une situation dans laquelle ça fait des années que je suis dans l'entreprise. C'est pas une habitude dans l'entreprise de faire des augmentations de salaire. J'ai eu une époque dans laquelle je voulais partir et ils m'ont récupéré en augmentant le salaire. Et bon, ça date d'il y a 4 ans. J'ai l'impression, en tout cas, de pouvoir aujourd'hui continuer à apporter et que j'apporte et que c'est intéressant. J'ai envisage négocier une augmentation de salaire, mais d'entrée de jeu, je sais qu'ils sont très fermes sur la discussion, qui ne veut absolument pas presque entendre parler, au point de, en effet, une fois que j'ai posé la question de savoir si on peut se réunir, je n'ai pas eu de réponse. Donc, je vois que d'avance, c'est perdu. Alors, vous allez avoir un entretien annuel. On est bien d'accord. En effet. Vous allez l'aborder au moment de l'entretien annuel. Tout en sachant que, est-ce que bon, l'entretien annuel, je le gère avec mon supérieur direct, mais ce n'est pas lui le décisionnaire. Oui, mais c'est lui votre référent quand on y réfléchit. Il est là pour appuyer, ou pas, on va dire, mais en principe pour appuyer et faire passer à la hiérarchie. Donc, vous allez pouvoir en parler en entretien annuel. Vous allez préciser que oui, ça fait en effet 4 ans que vous n'avez pas eu de revalorisation de votre salaire, qu'en 4 années, vous avez mis, et là on passe dans l'argumentation, en place telle chose, et vous allez l'argumenter. Vous allez au préalable regarder un petit peu les prix pratiqués sur le marché, bien sûr, et puis ça va vous permettre de pouvoir
entre guillemets, justifier en disant que vous, aujourd'hui, il est important que vous vous sentiez valorisé à la juste mesure de ce que vous avez pu apporter et que vous précisez, par exemple, que oui, vous vous sentez bien dans l'entreprise, mais que voilà, vous avez besoin également d'avoir cette reconnaissance par le salaire et qu'elle n'est pas sortie de votre chapeau, mais qu'en effet, vous l'argumentez parce que vous avez bien contribué et été au-delà de votre job par rapport à votre mission, par exemple. Parfait, merci. Alors, on a des questions sur la renégociation de salaire pendant les entretiens annuels. Ouais. Alors, je vais vous dire, en gros, dans une renégociation de salaire pendant un entretien annuel, comment sont pris en compte les absences justifiées, comme arrêt maladie ou congé de maternité. Il y a également, il y a aussi ça, parce que ça, c'est aussi la grande question, l'argument de négociation du salaire en interne qui est le décalage avec le salaire des autres collègues. À expérience et diplôme équivalent, est-il recevable? Ouais. Alors, arrêt maladie et congé maternité, je dirais qu'il y a de la réglementation. Donc, pour ça, j'aurais presque envie de vous dire, regardez les aspects juridiques. Tout simplement, parce qu'un arrêt maladie n'est pas censé rentrer dans une négociation salariale, le congé maternité non plus, même si, entre guillemets, j'entends bien vos propos. Donc, c'est un petit peu complexe et je dirais on est plutôt dans du juridique sur ça. Soit dit en passant, je pense que sur le congé maternité, entre autres, en quelque sorte, je dirais, ça dépend à quel moment a lieu, par rapport à votre retour, si je puis dire, cette revalorisation. En tout cas, ce sont des points juridiques qui sont censés pas rentrer en ligne de compte. Voilà, c'est ce que je peux vous dire, moi, en tant que positionnement. Après, par rapport au décalage dans les entreprises, les entreprises, ça fait partie de l'égalité, je dirais, des salariés. Les entreprises peuvent avoir ce genre de politique. Donc là, j'ai envie de vous dire, regardez la politique de votre entreprise et auquel cas, lors d'un entretien annuel, vous pourriez très bien l'exprimer, à condition de pouvoir démontrer qu'il s'agit du même poste, de la même mission. Enfin, vous voyez, avec délicatesse, mais vous pouvez l'exprimer en entretien annuel. Ça peut s'exprimer. Il y a Florian qui a levé la main. Oui, bonjour. Moi, bonjour, simplement, Florian. C'est pour savoir, vous avez dit que la visio était enregistrée. Où est-ce qu'on peut la retrouver simplement? Alors là, c'est Nora. Bon, là, elle est enregistrée. Elle sera en replay sur le site de Neoma Alumni d'ici une semaine, voire 2. D'accord, merci beaucoup. De rien. Et là, alors attendez, je reviens sur le chat parce qu'il y a beaucoup de questions. Une ou deux dernières questions. Voilà. Alors là, c'est la question de Leïla, si je ne me trompe pas. Excusez-moi si j'écorche votre prénom. Bonjour, en tant que consultant, pensez-vous qu'il soit possible d'augmenter significativement son salaire en passant d'une mission à une autre? Alors, c'est un peu difficile de vous répondre en live parce que je ne connais pas votre marché. Vous voyez, il me manque des éléments là pour vous répondre, je dirais. Dans le principe, oui, pourquoi pas, mais il me manque des éléments. Est-ce que vous êtes consultant en étant salarié? Est-ce que vous êtes consultant en étant indépendant? Vous voyez, là, il me manque des éléments. Donc, j'aurais envie, revenez vers nous en entretien individuel pour qu'on puisse regarder ça sur votre cas bien précis, je dirais. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui vont rentrer en ligne de compte. Donc, n'hésitez pas. Et là, j'ai une question de Céline. En interne, un changement de poste m'oblige à perdre l'avantage de véhicule de fonction. Comment négocier cela? Négocier, ça dépend ce que vous voulez négocier. Négocier de le garder. Je ne sais pas si vous êtes… Oui.
Si vous êtes encore là, Céline, si vous pouvez prendre… Ah, elle est peut-être… Oui, ah, oui, oui. Céline. Si, je Elle suis est là. encore là, Vous si elle avait m'entendez, mis une question. En fait, c'est le gros point d'interrogation parce Ouais. qu'il y a des collègues qui ont réussi à la garder et il y en a d'autres qui ont dû l'abandonner. Et j'avais à un moment donné déjà évoqué la question et on m'avait dit faut en profiter tant qu'on l'a et puis quand on l'a plus, on l'a plus. Voilà ce qu'on m'avait dit. Et du coup, moi je me dis si je change de poste parce que bon là ça fait plus de 8 ans que je suis dans le même poste, j'ai envie de changer de poste, mais si c'est pour après recevoir moins, enfin Oui, je comprends. parce que quelque part une voiture c'est un gros avantage. Bien Je sûr. le vois bien. Alors, vous voyez, moi, j'aurais envie de vous conseiller, en effet, de reposer cette question et en précisant que pour vous, cette voiture de fonction, en fait, elle était dans le cadre de votre rémunération. Hein, vous voyez, on revient à ça, c'est-à-dire que elle fait partie, cette voiture de fonction, elle fait partie de votre rémunération globale. C'est un des avantages, donc elle fait partie de la rémunération globale. Et que vous souhaitez garder votre même niveau de rémunération. Donc, il y a deux solutions. Soit, en effet, vous gardez cet avantage qui fait partie de votre rémunération, soit, dans ce cas-là, comment pourrions-nous envisager de compenser cette perte de rémunération? C'est une question que vous pourriez poser comme ça. Oui. Parce que c'est vrai que dans le salaire, c'est noté l'avantage pour tout ce qui est fiscalité. C'est noté, mais dans la vérité, l'avantage, il est beaucoup plus important. Il y a tout ce qui est frais d'essence, les assurances, l'achat, l'entretien. On est bien voilà, d'accord. donc c'est vrai que… Après, ça sera vraiment le positionnement de votre entreprise qui prévaudra. Mais vous, pour l'avoir, moi, je pense que vous ne pouvez l'aborder que par ce champ-là. Vous voyez? Comment pourrions-nous reposer la question? Oui, bien repréciser que oui, ça fait partie de votre rémunération. Donc, à l'heure actuelle, c'est un des éléments de votre rémunération et que si on vous l'enlève, ça veut dire qu'on vous enlève un des éléments de votre rémunération. Comment ça peut être compensé? Sachant que vous ne cherchez pas à ne plus l'avoir. Donc, si on vous laisse l'usage, il n'y a aucun problème. Vous voyez? Tout à fait. Hein, vous prenez vraiment de l'angle qui vous intéresse, en fait. Ok, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Merci. Là, on arrive à… Oui, on arrive à la fin de notre heure chrono. Hein? Écoutez, moi j'espère vous avoir donné des éclairages qui vous ont été bénéfiques. Comme je vous le disais, nous à l'APEC, on reste bien sûr à votre disposition. N'hésitez pas à abuser de l'adresse mail que je vous ai mis là, bien sûr. Hein. N'hésitez surtout pas à aller bien regarder les outils que je vous ai évoqués, hein, plus ce que je vais remettre à Nora et qu'elle vous fera passer, bien sûr. Et gardez bien en tête les éléments de la négociation avec, vous l'avez vu et j'ai bien entendu à travers vos questions, toute cette préparation en amont qui désacralise, si je puis dire, un peu, je dirais, la négociation, puisqu'à un moment donné où on est bien préparé, ça rentre dans la discussion et dans la conversation, quel que soit d'ailleurs le contexte, puisque là, on a abordé des contextes multiples. En tout cas, moi, pour ma part, je voulais vous remercier de vous être inscrit à ce webinaire. Je voulais vous remercier de votre participation active avec les questions, avec le chat qu'a piloté Nora. Et puis, je voulais remercier surtout naturellement Nora de nous avoir accueillis pendant cette heure. Vraiment, merci. Merci à vous. Et pour votre information, donc ce webinaire est enregistré. Donc, il sera sur le site de Neoma Alumni d'ici une semaine, 15 jours. Voilà, en replay. Je voulais juste mot de la fin, vous remercier, toutes les deux, infiniment et à tous et toutes pour votre participation très active. Un petit point de précision par rapport à l'adresse mail de notre collègue Isor pour prendre rendez-vous. Sachez que vous soyez à Paris, à Marseille, à New York, à Londres, peu importe, ou à Orléans.
on fait aussi des entretiens en visio. Voilà, donc vous pouvez tout à fait prendre rendez-vous, envoyer un petit mail en demandant un créneau de rendez-vous et on vous rencontrerez un ou une consultante de l'APEC en visio ou en téléphone. Et si vous n'êtes pas loin de Paris 15e, vous pourrez même le rencontrer ou la rencontrer in real life. Je dirais, pour ajouter, la modalité qui vous convient. Et c'est ça qui est important. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée à tous. Bonne journée à tous et Merci à très beaucoup. bientôt. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Si vous avez des questions, moi, je pourrais faire le facteur avec l'APEC. Il n'y a pas du tout de problème. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci bien. Merci pour l'organisation et la présentation. Merci. 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 Au revoir.